Bonjour à toutes et à tous. Le premier épisode de ce nouveau format avait plu à pas mal de monde, alors voici le numéro 2, avec des infos qui, de près ou de loin, sont en rapport avec le monde marin. Les océans ne sont pas de simples grandes étendues d'eau inertes. De forts courants de profondeur sont présents, dont un qui sort du golfe du Mexique entre Cuba et la Floride, puis remonte la côte américaine vers le nord. Ce courant d'eau chaude salée ferait environ 50 km de large sur environ 500 mètres de profondeur. L'eau s'écoule à environ 10 km/h et arrivé 1000 km plus au nord, ce courant va se heurter à la bosse de Charleston, où la profondeur n'est que de 350 mètres. Cela va fortement perturber son écoulement et le dévier vers le large direction est. Malgré ces perturbations, un courant subsiste et traverse l'Atlantique jusqu'aux côtes nord-africaines. Puis direction sud, pour ensuite revenir là où il est né dans le golfe du Mexique. Le nom de Gulf Stream est normalement donné près des côtes américaines. La grande boucle étant appelée le gire nord-atlantique. Mais alors pourquoi parle-t-on de Gulf Stream au large de la France? Eh bien parce qu'il existe en effet des écoulements chauds irréguliers créés par les tourbillons qui remontent au nord et qui plongent en profondeur près du Groenland, car l'eau refroidit et la salinité est plus faible au nord qu'au sud. À plus d'1 kilomètre de profondeur, un autre courant va alors entraîner l'eau vers le sud pour le ramener vers les tropiques. Mais une partie va descendre le long de l'Amérique du Sud, passer le Cap Horn et remonter dans l'océan Pacifique jusqu'à la Californie pour ensuite rejoindre l'Indonésie et revenir vers le golfe du Mexique. Ces courants chauds expliquent en partie pourquoi en France on bénéficie d'une douceur relative en hiver grâce à un océan Atlantique un peu plus chaud et des vents d'ouest qui nous apportent cette douceur. Combien pèse un nuage? À première vue, on pourrait dire pas grand-chose car il flotte dans les airs. Mais quand on voit ce qu'il peut tomber en pluie, neige ou grêle, on peut avoir un doute. Commençons par voir comment naît un nuage. La chaleur du soleil évapore l'eau des océans, lacs et fleuves. Cette vapeur qui monte dans l'atmosphère va se condenser et c'est la naissance du nuage contenant des milliards de gouttes d'eau et de glace. Un nuage, ce n'est donc pas de la vapeur d'eau. Avec une densité d'eau de 0,3 g par mètre cube, un nuage de 1 km3 pèse 300 000 litres, soit 300 tonnes. Pour un cumulonimbus, ce gros nuage d'orage, il peut contenir 3 grammes d'eau par mètre cube. Avec une ascension jusqu'à 6000 mètres et 1 km de large et de long, soit 6 km3, ce nuage contiendrait 18 millions de litres, soit 7 piscines olympiques. Ce qu'il maintient en l'air, c'est la poussée d'Archimède, car les molécules d'eau sont plus légères que les molécules d'oxygène et d'azote de l'atmosphère. La masse volumique du nuage est donc inférieure à celle de l'air qui entoure le nuage et il flotte. Le nuage déversera sa cargaison qui est la pluie lorsque les gouttelettes deviennent trop lourdes. Le rorqual bleu ou baleine bleue est l'un des plus gros animaux sur la planète. Pouvant peser jusqu'à 130 tonnes et mesurer plus de 30 mètres, on peut se demander la quantité de nourriture qu'il peut ingérer en une journée. Il se nourrit principalement de krill, un petit crustacé. Une étude publiée en fin 2021 par la revue Nature montre que le rorqual peut dévorer 16 tonnes de krill par jour. Mais son appétit n'est pas constant toute l'année en raison de ses longs déplacements saisonniers pour se reproduire et trouver des eaux où il y a du krill en quantité. Il mange environ 83% de la totalité annuelle en 3 à 4 mois. On vient de voir que les rorquals
mais aussi toutes les baleines à fanon, les poissons, les manchots, les phoques crabiers mangeaient beaucoup de krill. Mais le krill, c'est quoi? Le krill antarctique est le crustacé le plus abondant au monde et il représente une biomasse de 500 millions de tonnes. C'est donc un maillon important de la chaîne alimentaire. Krill vient du norvégien qui signifie petit poisson ou alevin. Ils vivent en large banc pour atteindre environ 20 000 krill par mètre cube. Ils mangent du phytoplancton. Les plans de sauvegarde des baleines ont permis de repeupler les océans. Couplés à leur appétit plus grand que prévu, on aurait pu craindre une réduction des populations de krill. En fait, c'est tout le contraire qui s'est produit. Cela s'explique par le recyclage des nutriments produits par les baleines. Leurs excréments sont un engrais pour le krill. Les nutriments des déjections deviennent accessibles au phytoplancton et le nombre de krill augmente. Pourquoi on appelle certains poissons des poissons chirurgiens? La raison vient de la présence d'éperons tranchants de chaque côté de la queue, aussi appelés scalpels. Le poisson s'en sert pour se défendre pendant les combats entre mâles dans la nature, ou bien pour montrer au nouvel arrivant du bac que ça va mal se passer. Lorsque le poisson est paisible, les scalpels sont rangés dans leurs étuis. Certaines espèces de chirurgiens n'ont pas de scalpel, mais des plaques épineuses fixes. Chez le Zebrasoma flavescens, les jeunes compensent la fragilité de leur scalpel par la présence de venin qui disparaît en grandissant. Les poissons chirurgiens de la famille des Acanthuridae comptent plus de 80 espèces et sont présents uniquement dans les eaux chaudes et essentiellement près des récifs coralliens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un petit pouce bleu, on s'abonne. Je le dis pas souvent, mais c'est utile pour être partagé à d'autres passionnés. Je vous souhaite une très bonne semaine et rendez-vous pour un prochain épisode de Le Saviez-vous. À très bientôt, salut!